Bienvenue à ce module d'introduction au GIAF, le cadre d'analyse conjointe des besoins intersectoriels. Je m'appelle Magali Salazar et je travaille avec l'unité interagence pour la gestion du projet GIAF. Le GIAF est une initiative multipartenaire qui réunit des agences des Nations Unies, des ONG et des donateurs. Cette session fait donc partie d'un plan de formation plus large pour le GIAF 1.1. Le plan est composé de 3 éléments. Je viens de vous parler des présentations préenregistrées de haut niveau. Il existe aussi 8 présentations plus approfondies, ainsi que des ateliers et des webinars. Voici plus en détail les titres des sessions disponibles dans le plan de formation du GIAF 1.1. Et maintenant, commençons à explorer le GIAF. Concrètement, l'approche GIAF se compose de 3 éléments: un concept, une méthodologie et un processus. Le concept est que l'analyse est intersectorielle, par opposition à multisectorielle, avec des populations touchées comme point de départ. La méthodologie s'articule autour de 3 éléments. D'abord, un cadre analytique ou conceptuel, puis des indicateurs avec des seuils de sévérité, et troisièmement, des méthodes d'agrégation pour chacun des 2 scénarios en fonction des données disponibles dans chaque pays. L'agrégation conduira ensuite au calcul des personnes dans le besoin. Enfin, en termes de processus, nous verrons qu'il est assez similaire au processus du HNO, avec lequel la plupart des équipes au niveau des pays sont déjà familières. Le plan pour cette session est d'examiner 7 éléments. Le tout premier est de fournir une introduction au cadre conceptuel du GIAF et à la sévérité dans le GIAF. Deuxièmement et troisièmement, nous allons examiner les indicateurs des différents piliers, en commençant par les indicateurs sur le contexte, impact et choc, puis les indicateurs pour le pilier des conditions humanitaires, qui sont ceux utilisés pour l'agrégation et l'estimation du PIN. Après, nous regarderons le tableau de référence des indicateurs GIAF pour le HPC 2022 qui a été mis à jour lors de l'élaboration de GIAF 1.1. Ensuite, nous verrons comment élaborer vos propres indicateurs dans le cas où vous souhaiteriez diverger du tableau de référence du GIAF. Nous allons ensuite discuter un peu des indicateurs critiques et enfin adresser quelque chose qui était un peu compliqué dans l'utilisation du GIAF les années précédentes et qui est la différence entre les indicateurs de magnitude, c'est-à-dire le nombre, et les indicateurs de degré, c'est-à-dire l'intensité. Regardons maintenant un peu plus en détail la méthodologie, qui est composée de 3 éléments. Tout d'abord, nous verrons le cadre analytique. Ensuite, nous regarderons la sévérité avec les indicateurs et enfin, nous examinerons les méthodes d'agrégation. Commençons par le cadre ou le framework. Le GIAF est construit autour de 5 piliers principaux, chacun contenant des sous-piliers. Cela permet d'organiser l'information, de visualiser les relations et d'apporter une structure cohérente à l'analyse. En termes simples, le GIAF devrait aider à raconter l'histoire de la façon dont une population a été affectée par un choc ou un stress d'une manière cohérente et complète. L'analyse des 3 premiers piliers sur le contexte, choc et impact peut être guidée par les indicateurs et la méthodologie décrite à l'annexe 3 du GIAF 1.1. Le lien avec l'ensemble d'indicateurs pour ces 3 piliers se trouve à la fois dans cette présentation et à l'annexe 3 du GIAF 1.1 Guidance. Ces indicateurs peuvent vous aider à illustrer l'environnement dans lequel les acteurs humanitaires planifient et opèrent, mais aussi l'exposition de la population à différents chocs et risques, ainsi que les caractéristiques de vulnérabilité clés et l'impact de la crise sur la population et les services. Dans l'annexe 3, vous trouverez également d'autres indications sur la consolidation des informations disponibles et sur ces indicateurs dont je viens de vous parler. La sévérité du pilier des conditions humanitaires est agrégée à l'aide de ces indicateurs, répartie dans la population aux unités d'analyse et
au niveau de la crise. La sévérité est seuillée pour établir un pin intersectoriel. Faire un pin par sous-pilier n'est ni recommandé ni approuvé en raison de la nature interdépendante des sous-piliers. Passons maintenant à la sévérité. La mesure de la sévérité intersectorielle, soit le degré de préjudice causé par toutes les conséquences humanitaires combinées, est une fonction centrale du GIAF. Il y a quelques diapositives, j'ai mentionné que les indicateurs étaient seuillés. Ces seuils se réfèrent aux échelles dans le modèle de sévérité GIAF. Tous les indicateurs utilisés pour évaluer les conditions humanitaires sont élaborés à l'aide de cette échelle. Lorsqu'elle est exécutée à son plein potentiel, la méthodologie permet de répartir le nombre total de personnes dans une zone ou un groupe affecté entre les 5 classes de sévérité, c'est-à-dire lorsque l'utilisation du scénario d'agrégation A est faite. Les Global Clusters ont proposé un total de 123 indicateurs à intégrer dans le cadre du GIAF. Le visuel Sunburst à droite montre les 97 indicateurs utilisés pour estimer la sévérité des 3 conséquences humanitaires: niveau de vie, mécanisme d'adaptation et bien-être physique et mental. Les 123 indicateurs sont compilés dans ce qu'on appelle le tableau de référence des indicateurs du GIAF. Il s'agit d'une feuille de calcul Google en direct et le lien est disponible soit dans le document GIAF 1.1 sur le site web ou à la fin de cette présentation. Comme mentionné, les Global Clusters ont élaboré ces indicateurs. Pour chaque indicateur, l'information est la suivante: le secteur, le sous-secteur, dans quel pilier et sous-pilier il s'inscrit et le nom de l'indicateur. Ensuite, vous avez les informations sur la technique de collecte de données associée à cet indicateur, le cas échéant ici l'enquête au niveau du ménage, ainsi que la source recommandée. Ensuite, les Global Clusters ont indiqué le seuil et le plafond pour chaque classe de sévérité relative à cet indicateur. Cette diapositive un peu dense récapitule l'ensemble du processus GIAF. Je veux simplement attirer votre attention sur l'étape 1, qui est planifier et concevoir un processus d'analyse intersectorielle conjoint, et plus particulièrement sur les étapes 1.5 et 1.6. En effet, une fois que l'équipe du GIAF a procédé à la délimitation initiale de la portée de l'analyse et s'est mise d'accord sur ses limites, l'étape suivante consiste à examiner les indicateurs et à définir leurs sources pour le pilier conditions humanitaires. C'est aussi le moment d'identifier les indicateurs critiques pour le pilier des conditions humanitaires. Nous allons maintenant regarder plus en détail la sélection des indicateurs. Une fois que les unités exactes d'analyse et les niveaux de désagrégation ont été identifiés et convenus, l'équipe d'analyse peut commencer à consulter les secteurs ou clusters concernés en tant que principal fournisseur de données afin d'examiner et de déterminer quels indicateurs seront utilisés pour alimenter ce fameux GIAF. Si un indicateur spécifique a plusieurs sources, par exemple en provenance d'une évaluation multisectorielle des besoins ou MSNA, et qu'il provient aussi d'une évaluation sectorielle, le secteur concerné doit être en mesure de décider quelle source devrait être utilisée pour cet indicateur, notamment sur la base de sa fiabilité, mais aussi sur la date de collecte des données. Comme indiqué précédemment, le GIAF fournit une table de référence d'indicateurs qui sont chacun accompagnés de seuils qui ont été recommandés par les clusters globaux. Ces indicateurs sont classés par sous-piliers. Toutefois, ces indicateurs et seuils qui sont présentés dans le tableau de référence n'ont pas été testés en contexte et une adaptation est possible grâce à des discussions avec les clusters nationaux avant leur application pour analyse au niveau du pays. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez développer vos propres indicateurs. Le processus doit comporter une discussion
faciliter avec les clusters nationaux et les principales parties prenantes humanitaires afin d'examiner et de sélectionner les indicateurs pertinents. La contextualisation des indicateurs du GIAF suit 2 étapes. Tout d'abord, l'analyste du GIAF devrait faciliter une discussion avec les responsables des clusters afin d'établir une liste de biens et produits et services de base adaptés au contexte. Cela permettra d'identifier clairement les indicateurs éligibles au titre du pilier conditions humanitaires par rapport au pilier impact. Par exemple, si la liste des besoins fondamentaux comprend information, des indicateurs sur l'accès à l'information ou à la sensibilisation au risque pourraient être inclus dans le sous-pilier au niveau de vie consacré à la mesure de la capacité de répondre aux besoins fondamentaux. Si la liste ne comprend pas par exemple, mécanismes de plainte et de rétroaction, ces indicateurs seront placés sous le sous-pilier incidence sur les services. Une fois que la liste des besoins de base a été établie, l'équipe GIAF peut demander au cluster d'identifier les indicateurs qu'il souhaite intégrer au GIAF. La sélection des indicateurs devrait être documentée et les métadonnées compilées dans l'outil de collecte des données et éventuellement, si possible, dans l'outil d'agrégation des données. La capture d'écran que vous voyez ici montre l'outil de collecte des données pour les indicateurs. Et cette capture d'écran montre maintenant comment les indicateurs sont organisés dans le modèle d'agrégation de données, étape 1, montrant l'onglet Overview of Indicators. Pour chaque indicateur, les métadonnées requises sont très similaires à celles du tableau de référence des indicateurs. Nous examinons le cluster, le sous-pilier, un identifiant unique pour l'indicateur lui-même, son nom, la classe de l'indicateur. Il peut s'agir du degré ou de la magnitude. On entrera dans plus de détails sur ce sujet et ces notions un peu plus tard dans la présentation. Ensuite, on regarde le groupe de population pour lequel l'indicateur est recueilli, puis s'il s'agit d'un indicateur critique ou non. Enfin, les classes de sévérité avec leurs seuils et les plafonds, que vous voyez en dégradé de violet. Une fois que les indicateurs soumis ont été examinés et contextualisés, l'équipe d'analyse devrait s'assurer que chaque indicateur a un propriétaire et une source. L'équipe d'analyse devrait assurer la liaison avec les clusters ou avec les principaux fournisseurs de données pour voir comment les données peuvent être obtenues. Dans certains cas de lacunes en matière d'information qui ne peuvent être comblées autrement, des séances de expert judgment peuvent être organisées pour obtenir les meilleures estimations possibles en fonction des données secondaires disponibles. Je vous incite à regarder la section 2.2.3 du GIAF 1.1 Guidance pour plus d'informations. Je n'entrerai pas dans les détails du traitement et de l'agrégation des données, car il existe une session dédiée à ce sujet. Si, pour des raisons diverses, l'équipe du pays ne trouve pas dans la table de référence des indicateurs ceux qui sont les mieux adaptés pour illustrer les besoins humanitaires dans le pays, il est possible d'opter pour l'élaboration de vos propres indicateurs. Mais vous devez suivre les principes de base et les choix doivent être documentés. Si l'équipe choisit d'élaborer ses propres indicateurs, 7 principes de base doivent être suivis. Le premier principe est la validité, c'est-à-dire qu'il existe une relation claire entre l'indicateur et ce qui est mesuré. Le second principe est l'unité d'analyse. Les indicateurs GIAF peuvent être soit au niveau du ménage, soit au niveau de la zone. Le troisième principe est la transparence. Chaque indicateur est associé à une méthodologie ou un instrument solide et accepté. Le quatrième principe est peut-être le plus crucial. Il s'agit des seuils de sévérité. Chaque indicateur a des seuils de sévérité, de préférence organisés selon une échelle de 5 points, au minimum une échelle de 3 points,
alignés sur les définitions liées au modèle de sévérité GIAF et aux chiffres de population humanitaire. Par exemple, la classe de sévérité 1 signifie non touché. La classe 2 signifie affecté, mais pas dans le besoin. Et les classes de sévérité 3 à 5 signifient des niveaux croissants de besoins humanitaires. Les indicateurs binaires, c'est-à-dire les indicateurs oui-non, ne sont pas recommandés pour le pilier de conditions humanitaires car ils ne peuvent pas être utilisés pour le calcul de la sévérité tel que défini pour le moment. Le cinquième principe est la simplicité, c'est-à-dire que l'indicateur est facile à comprendre et est explicite. Le sixième principe est l'unicité, c'est-à-dire que les indicateurs ne doivent être utilisés qu'une seule fois pour estimer la sévérité des conditions humanitaires. Il s'agit d'éviter la redondance et le renforcement d'un indicateur en particulier. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le principe de désagrégation, c'est-à-dire que l'indicateur doit permettre que les données soient désagrégées par sexe, catégorie d'âge, situation d'incapacité autant que possible. Tous les éléments concernant les indicateurs doivent être documentés et communiqués au groupe GIAF à des fins d'apprentissage et d'amélioration en utilisant ces modèles qui sont fournis dans les guides. Les liens se trouvent à la fin de cette présentation. Et voici les screenshots de ce à quoi ça ressemble. À gauche, le template pour la documentation des indicateurs et à droite, l'outil d'agrégation ou de collecte d'informations pour le GIAF, notamment la tab Indicateur Overview. Prenons maintenant un peu de recul par rapport à cette présentation et essayons d'appliquer ce que j'ai présenté. Arrêtez la présentation et allez à la fin de celle-ci pour trouver le lien vers le tableau de référence des indicateurs GIAF. Une fois que vous l'avez, regardez les 123 indicateurs et demandez-vous: dans votre pays, quels indicateurs du tableau de référence sont collectés? Maintenant, disons que vous n'avez pas trouvé les indicateurs qui illustrent le mieux la détérioration de la situation humanitaire dans votre pays et que vous voulez créer les vôtres. Ma question est la suivante. Sur la base des 7 principes fondamentaux, élaborez un indicateur qui mesure la sévérité des besoins en santé ou tout autre secteur que vous connaissez bien. Troisièmement, documentez votre choix d'indicateur en utilisant le template. Enfin, en utilisant le template GIAF Data Collection, remplissez l'onglet Aperçu de l'indicateur ou Indicator Overview. Allez-y, prenez 5 à 10 minutes pour faire cet exercice. Bon retour! Comment avez-vous trouvé l'exercice? Quels défis avez-vous rencontrés? Comment cela se traduirait-il dans la vie réelle? Et comment le feriez-vous dans votre Duty Station? Si revenir aux diapositives n'a pas aidé, ou si vous trouvez mes explications pas si claires, ou si vous avez encore des questions, n'oubliez pas que nous pouvons également avoir des cliniques ou des séances de dépannage pour répondre à certaines de vos questions spécifiques. Vous pouvez également contacter vos homologues au niveau global, que ce soit au sein de NARAS à OCHA ou au sein des clusters globaux. Nous avons également un helpdesk qui pourrait vous soutenir. Il est joignable à l'adresse email suivante: giafhelpdesk@gmail.com, tout attaché. Bon, maintenant que nous avons discuté sur les orientations, sur l'élaboration des indicateurs, j'aimerais dire quelques mots sur les pratiques qui sont découragées. En fait, il y a 3 choses qui ne sont pas recommandées. La première est, s'il vous plaît, de ne pas utiliser les pins sectoriels comme une mesure de la sévérité dans le pilier des conditions humanitaires. Le pin sectoriel sera utilisé à un stade ultérieur dans le cadre de l'examen et de la finalisation du GIAF et des conclusions sectorielles.
La seconde pratique, qui n'est pas recommandée, est l'utilisation d'indicateurs de réponse. Par exemple, le pourcentage de la population qui a reçu ou n'a pas reçu d'assistance, et ça ne devrait pas être inclus dans le GIAF car il ne s'agit pas d'indicateurs de besoin. Ils peuvent être utilisés séparément pour calculer les écarts entre la réponse et les besoins et éclairer la projection des besoins. Enfin, et dernièrement, merci de ne pas utiliser d'indicateurs de risque. Par exemple, le nombre de personnes vivant dans des zones inondables. Ils ne doivent pas être utilisés dans le cadre des conditions humanitaires, seulement pour l'estimation des risques. Passons maintenant à notre prochaine section sur les indicateurs critiques. La sélection d'indicateurs critiques est une étape importante dans l'élaboration d'un modèle de sévérité GIAF. L'identification des indicateurs critiques sera importante, notamment lorsque nous arriverons à l'agrégation et à la classification globale de la sévérité. Les indicateurs critiques correspondent le plus directement aux conséquences critiques et potentiellement mortelles. Et à ce titre, l'équipe GIAF doit s'assurer que ces indicateurs au niveau de sévérité le plus élevé, c'est-à-dire sévérité 5, équivalent à une mort imminente. Les indicateurs issus de méthodes d'analyse bien établies dont les indices de sévérité se rapportent à une mort imminente devraient donc avoir la priorité dans le choix des indicateurs critiques. Le principal exemple est le IPC, ou cadre harmonisé, ou alors le AFI pour l'insécurité alimentaire aiguë, ou la malnutrition aiguë, dont les classifications de sévérité doivent être traitées comme des indicateurs critiques. Sur le long terme, le GIAF espère pouvoir adopter une échelle de sévérité universelle, dans laquelle chaque indicateur du tableau de référence est aligné sur le GIAF. Mais cela prendra un peu plus de temps pour être pleinement exécuté. L'identification d'indicateurs critiques est donc une solution temporaire que nous adoptons pendant que le GIAF se développe vers cet objectif. Les indicateurs critiques sont utilisés de deux manières dans le GIAF. La première façon est d'assurer... Pardon, je reprends. La première façon est lors de l'analyse des résultats du GIAF par les spécialistes, notamment les spécialistes sectoriels et contextuels. Lors de cette phase, les résultats du GIAF sont comparés avec les indicateurs critiques. Et si cela est jugé approprié, les indicateurs critiques peuvent être utilisés pour override les résultats calculés par le GIAF au niveau de la sévérité. En d'autres termes, cela veut dire que les indicateurs critiques supersèdent au calcul du GIAF. Et le score de sévérité des indicateurs critiques devient le score de sévérité. Point. La seconde utilisation est lors de l'analyse finale pour fournir des résultats plus désagrégés en plus de la classe de sévérité des 25% les plus dans le besoin et lors de l'identification des poches de besoins graves dans certaines zones. Donc c'est particulièrement pour le scénario B. Nous fournirons plus de détails sur cette utilisation de le module sur l'agrégation. Dans la diapositive précédente, j'explique que les indicateurs critiques peuvent être utilisés pour remplacer le score de sévérité. Il n'en va pas de même pour le PIN. En d'autres termes, le PIN de l'indicateur critique ne doit pas remplacer automatiquement le PIN calculé par le GIAF. Le PIN du GIAF devrait être défini sur la base des calculs effectués en suivant la méthodologie du GIAF, mais aussi sur la base de l'avis d'experts, en tenant compte non seulement des indicateurs critiques, mais aussi d'un éventail plus large d'indicateurs sectoriels. Dans certaines situations, en 2020, l'analyse GIAF a utilisé le PIN max pour l'ensemble des indicateurs critiques afin de déterminer le PIN intersectoriel global au lieu du jugement d'experts. Bien qu'il soit fortement recommandé de veiller à ce que le jugement des experts ait lieu et d'éviter d'utiliser cette méthode, si une telle situation devait se reproduire, le calcul ne devrait jamais se limiter aux seuls indicateurs critiques
et devrait être élargi à un éventail d'indicateurs sectoriels. L'utilisation d'indicateurs critiques a été identifiée comme un élément difficile à mettre en œuvre lors du GIAF 1.0. Nous avons donc ajouté toutes ces nouvelles informations sur la façon d'élaborer des indicateurs critiques et de les utiliser. Nous avons également ajouté un tableau qui fournit une liste d'exemples d'indicateurs critiques identifiés par les clusters globaux. Il est important de noter qu'il s'agit d'exemples à titre de référence seulement et que différents indicateurs critiques peuvent être identifiés comme pertinents dans un contexte donné. Le but de ce tableau n'est pas de fournir une liste prescriptive d'indicateurs qui peuvent être utilisés comme indicateurs critiques, mais plutôt d'illustrer comment ces indicateurs devraient être identifiés pour s'aligner sur la définition fournie dans la diapositive précédente. Comme l'illustre la définition, ainsi que ces exemples, il est donc possible que, dans un contexte donné, il n'y ait pas d'indicateur critique du tout, ou qu'il n'y ait que 1 à 2 indicateurs critiques à prendre en compte pour l'analyse intersectorielle. Vous noterez que la colonne Seuils globaux de sévérité, ou Global Thresholds for Severity, 5, a été ajoutée pour montrer comment chacun de ces exemples d'indicateurs s'harmonise avec la définition de l'indicateur critique que nous avons donné et l'exigence d'avoir un seuil de sévérité 5 qui équivaut à une mort imminente. Cela ne signifie pas que seul un indicateur critique avec un score de 5 peut être utilisé pour déterminer la sévérité globale. En fait, tout score donné pour un indicateur critique peut être utilisé à cette fin s'il s'avère qu'il est supérieur au score de sévérité agrégé des autres indicateurs. Passons maintenant à un élément qui a créé de nombreux maux de tête dans la mise en œuvre du GIAF 1.0 l'année dernière, c'est-à-dire la confusion autour des indicateurs de magnitude et de degré. D'abord, quelques définitions. L'ampleur ou la magnitude fait référence au nombre de personnes touchées, tandis que l'intensité est le degré de sévérité. Ces termes ne s'excluent pas toujours mutuellement. Dans le GIAF, les indicateurs sont soit au niveau de la zone, soit au niveau des ménages. La distinction la plus importante est en fait la façon dont les seuils sont déterminés. Si les seuils d'un indicateur sont établis en fonction de la proportion de personnes qui font partie d'un groupe particulier, alors l'indicateur est fondé sur l'ampleur, la magnitude, peu importe la façon dont il a été recueilli dans le cadre d'une enquête auprès des ménages. Quant aux indicateurs fondés sur les degrés, ils ont des seuils au niveau des ménages. En fait, tous les indicateurs fondés sur les degrés sont recueillis au niveau du ménage, mais tous les indicateurs recueillis au niveau des ménages ne sont pas fondés sur le degré. Par exemple, l'indicateur examinant la distance par rapport à l'établissement de santé le plus proche établit des seuils basés sur le nombre de personnes vivant à plus d'une heure de marche de l'établissement le plus proche. Bien que recueilli au niveau des ménages, l'indicateur est en fait une mesure de magnitude. Plus rarement, et c'est là que ça devient délicat, il y a quelques indicateurs basés sur les degrés, et donc l'intensité, mais qui sont collectés au niveau de la zone ou d'un établissement. Pour le moment, ces indicateurs devraient être classés comme magnitude, car ils peuvent être agrégés plus précisément de cette façon. Ok, voyons si tout ça fait sens. Voici un petit exercice. S'agit-il d'un indicateur de magnitude ou de degré? Prenez quelques minutes pour réfléchir. Prenons les indicateurs suivants. Le pourcentage de mes images ayant au moins un membre ayant un handicap. S'agit-il d'un indicateur de magnitude ou de degré? Comment est-ce que vous faites l'identification? Alors, arrêtez la présentation, faites l'exercice. Et voici les réponses. Combien en avez-vous eu de bonnes? Ces indicateurs ont en fait été extraits des outils et templates de data aggregation. Donc, si vous allez dans le template, vous pouvez jeter un œil aux échelles de sévérité pour ces indicateurs et surtout sur leur seuil, parce que ça pourra vous aider à saisir la différence entre les indicateurs de magnitude et de degré.
Voilà. Alors, comme promis, voici les liens vers tous les documents et les outils mentionnés dans cette présentation. Il y a 5 ressources importantes. Tout d'abord, le tableau de référence des indicateurs GIAF que j'ai mentionné plusieurs fois et qui compile un ensemble d'indicateurs qui ont été mis en avant par chaque cluster global ou Area of Responsibility. C'est un Google Spreadsheet qui est live. Ces indicateurs sont ceux qui sont utilisés tout au long du cadre, mais ils sont principalement axés sur le pilier des conditions humanitaires, avec 97 des 123 indicateurs qui supportent les conditions humanitaires. Deuxième ressource clé, les indicateurs pour guider l'analyse des piliers contexte, choc, impact. Et là, je vous invite à vous référer à l'annexe 3 de la Guidance GIAF 1.1. Et dans cette annexe, il y a notamment un lien qui vous emmènera sur la liste de ces indicateurs. La troisième ressource est le template pour la documentation de la sélection des indicateurs et des lacunes en matière d'information. Enfin, les quatrième et cinquième ressources sont les outils de collecte et d'agrégation de données. Vous trouverez plus de détails sur leur utilisation dans le module dédié à l'agrégation et au PIN. Enfin, quelques liens de plus. Tout d'abord, le paquet de facilitation HPC 2022 dont le GIAF 1.1 fait partie. Deuxièmement, 2 infos. Il y a un helpdesk GIAF, c'est-à-dire une plateforme interagence où vous pouvez nous joindre en utilisant l'email giafhelpdesk@gmail.com si vous rencontrez des difficultés d'interprétation au niveau de votre pays. Enfin, nous avons un nouveau site web, giaf.info, et c'est là que nous publierons tout nouveaux documents et ressources supplémentaires. Ceci conclut la session approfondie sur les indicateurs et la sévérité. Restez à l'écoute pour les autres sessions.